Our next panel will be on the role of the church in the process of Europeanization, and we will discuss the cases of Eastern European and Eastern Partnership countries, as well as Georgia. 3 speakers were supposed to be part of this panel. Unfortunately, one is here, but she got sick and she couldn't come. So we will have the first speaker, Dario Vajata, from Jules Verne University of Picardy, and he will talk about the role of the church in the process of Europeanization, the experience of Eastern European and Eastern Partnership countries. Then we'll skip the second presentation and go directly to the third one, talking about the role of Orthodox Church in Georgia's Europeanization. So our panel will be half an hour shorter because one speaker is missing. So the floor is yours. Bonjour. Je remercie tout d'abord les organisateurs et l'association qui a organisé cette manifestation scientifique portant sur le sujet de la préoccupation générale de la société géorgienne et pas seulement, qu'est le processus d'européanisation. D'abord, qu'est-ce que l'européanisation et pourquoi notre sujet d'étude trouve sa place dans la dimension culturelle de ce processus? Je pense que l'objet même de cette conférence vise à tracer les contours de cette notion en l'abordant de différents angles, et partant il serait réducteur d'en donner d'emblée une définition. Toutefois, juridiquement parlant, il serait opportun d'en évoquer les notions clés comme le rapprochement normatif, droit uni, conditionnalité, l'avènement des droits de l'homme, consolidation de l'état de droit, séparation effective des pouvoirs, etc. Chaque discipline offrant sa propre définition de ce concept. Il me semble, quant à moi, que la formulation du sujet d'étude requiert une approche moins rigoureuse que le droit pur. D'après Robert Hansen et Thomas Wilson, l'européanisation vue de sa dimension culturelle se traduirait par une modification de perception de l'identité de façon à relativiser l'identité nationale. S'il m'était permis de nuancer ici, j'ajouterais qu'il s'agirait en espèce de changement de système de valeurs. Le pouvoir attractif de l'Europe qui s'exerce sur ses périphéries maintient la curiosité en veille et le rapproche davantage du centre de gravité de l'Europe. Les échanges se multiplient et se diversifient, ainsi que les réactions des sociétaires de ces périphéries au contact avec quelque chose qui est pour eux de moins en moins inhabituel. Depuis plus d'une décennie, le gouvernement géorgien semble inébranlable dans son choix de politique étrangère. Les sondages récents montrent une population adhérant à ce choix. Comment réagit l'Église à cette tendance? Vu la tradition conservatiste de l'Église orthodoxe, on pourrait penser qu'elle la rebute. Est-ce vraiment le cas? Pour répondre à cette interrogation, posons-nous d'abord la question: qu'est-ce qu'on entend par l'Église? C'est une question très importante qui méritera d'être développée un peu plus tard dans notre développement. Notre conférence se déroule d'ailleurs en pleine période électorale, et espérons que ceci est signe de continuité du processus de démocratisation de la Géorgie voulu aujourd'hui par la majorité de son peuple. Avant d'aborder le cœur de mon sujet, permettez-moi de me remettre dans le contexte par souci de clarté. Je dis voulu aujourd'hui. Je le pense vraiment, car cela a été moins le cas avant. L'idée d'une Géorgie européenne a mûri au fur et à mesure et compte tenu de circonstances politiques et d'un environnement géopolitique relativement instable. Un des premiers rapprochements de l'histoire récente avec les civilisations européennes, au sens large, a été tenté à la fin du XVIIIe siècle lorsque la menace perse a fait opter le monarque géorgien Héraclès II vers son voisin nordique, la Russie, qui était de même confession religieuse. L'Empire russe, ayant connu la première vague d'européanisation avec le Pierre le Grand, quelques décennies plus tôt, se présentait alors comme une alternative civilisée pour la Géorgie, étant donné le contexte de l'Asie mineure
et la menace turque, seldjoukide et la menace perse. Les manuels d'histoire montreront la suite de ce choix historique à ma place, parce que le sujet de mon intervention ne porte pas sur ces problèmes-là. 2 siècles plus tard, le président du Parlement géorgien proclamait devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en janvier 1999 la phrase gravée dans la conscience publique depuis. Je suis géorgien et de ce fait, je suis européen. Cette phrase a été prononcée par besoin. Il n'y a aucun besoin d'affirmer que 2 fois 2 font 4. Cela va de soi. Cela n'allait-il pas de soi? Avec les civilisations musulmanes au sud et à l'est, la Russie orthodoxe mais plutôt agressive au nord, la mer Noire à l'ouest paraissait comme un barrage infranchissable pour atteindre le nouvel horizon brillant de civilisation. Mais l'impossible n'étant pas géorgien, le processus d'un rapprochement sans précédent fut enclenché au travers d'un dialogue politique, donc de haut niveau. Par le biais de la logique de la conditionnalité, ce processus a été dès le départ caractérisé par une approche verticale du haut en bas. On pourrait se demander dans quelle mesure cela est compatible avec la démocratie représentative, mais cela aussi, à son tour, n'est pas le sujet de notre sujet. L'approche du haut en bas est particulièrement imprégnée des difficultés d'ordre social et implique y compris la montée de l'euroscepticisme sur fond du changement du paysage politique, les transformations de la conscience, les réticences de la société face au changement, difficultés d'acceptation sociale, instrumentalisation de divers leviers, etc. L'approche verticale du haut en bas est une approche faible par définition, car elle souffre de manque de légitimité politique par opposition à l'approche verticale du bas au haut, où c'est la société civile qui prend des initiatives, et donc elle emporte relativement une majorité. L'approche du haut en bas a besoin de rassembler pour appuyer sa légitimité. Or, ce qui rassemble le plus en Géorgie, c'est la religion orthodoxe et la mère Église. Vous me direz que la jeune génération plus européenne que celle d'avant est moins sous l'emprise de la morale religieuse, ce qui peut être vrai, mais n'oublions pas que la Géorgie est un pays vieillissant où le taux de fécondité est au-dessous du seuil de 2,1 enfants par femme pour permettre le renouvellement de la population, et ce depuis 1991. Ainsi, il est crucial d'avoir un degré élevé de soutien, de confiance et d'acceptation sociale du processus d'européanisation par la population. Les études sociologiques montrent le haut degré d'attachement des Géorgiens à l'Église. Dans cette situation où plus de 80% de la population est orthodoxe, le gouvernement pourrait difficilement se passer du soutien de l'Église. Celle-ci est alors amenée à entretenir des relations avec non seulement ses fidèles et sa communauté, mais aussi à échanger avec l'État. Quant à ses rapports avec l'État, directement ou indirectement, les politiques publiques qui transposent en majeure partie les exigences de l'accord d'association qui a été conclu entre la Géorgie et l'Union européenne le 27 juin 2014 seraient influencées par l'Église dans la mesure où l'État prend en compte les spécificités, les traditions religieuses et les éléments du discours du patriarche dans sa production normative. Il y a des exemples abondants. Il arrive aussi que les corps extérieurs à l'Église soient soutenus par un certain nombre de représentants du clergé. En l'espèce, une ONG géorgienne qui se considère comme véhiculant la morale orthodoxe a récemment reproché au ministère de l'Éducation nationale d'exécuter des directives soufflées par des ONG occidentales en injectant les normes immorales émanant d'une Europe décadente. Il s'agissait en effet d'un projet de réforme de l'éducation nationale visant à rapprocher le système géorgien des normes européennes. Cette initiative, ayant suscité de vifs débats et polémiques, s'est traduite en une pétition qui a été signée, qui a été déposée devant le Parlement géorgien et qui a été examinée par la Commission parlementaire de l'éducation, des sciences et de la culture. Donc je considère que on n'a pas l'immixtion de ce genre dans les affaires publiques, a plutôt la qualité de diviser que de rassembler et peut présager des tensions sociales importantes. Mais l'Église officielle s'en est plutôt tenue à l'écart. Pourquoi je dis l'Église officielle? Parce qu'on confond toujours
et c'est un bon exemple illustrant la complexité, voire même la dissonance dans les arcanes de l'Église. Il serait peu exact de confondre les allégations de divers représentants du clergé et même du patriarche, qui ne lie pas forcément l'Église, avec la position officielle de l'Église géorgienne qu'il a fait connaître par ordonnance du Saint-Synode. Ces allégations de représentants du clergé sont très souvent, pour ne pas dire régulièrement, comprises comme émanant de l'Église officielle, comme traduisant sa position officielle. Par exemple, on peut lire dans le rapport d'information de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale française, numéro 2011, du juin 2014, la position pro-occidentale de la Géorgie est donc une position géopolitique adoptée dans le pays de façon consensuelle. Toutefois, certaines réticences se font jour, notamment celle de l'Église orthodoxe, deuxième acteur le plus puissant après les autorités étatiques, qui soulève certaines inquiétudes sur les problématiques sociétales, entre autres mariages homosexuels notamment, afin de protéger la moralité publique. Cependant, fait mention le rapport, le patriarche a déclaré que la culture européenne était celle qui était la plus proche des Géorgiens. Nous voyons ici que le rapport de l'Assemblée nationale semble assimiler l'Église orthodoxe au patriarche. D'autre part, on est assez d'accord pour dire que le mariage homosexuel ne fait pas l'unanimité non seulement au sein de la communauté et l'Église orthodoxe, mais également chez les catholiques et autres branches de la religion chrétienne. Lorsque le rapport évoque les résistances de l'Église orthodoxe dans le processus d'européanisation, la question importante qui se pose ici, c'est de savoir de quelle Église voudrait-on parler? De l'Église officielle ou de l'Église prise au sens large, comprenant à la fois le Saint-Synode, le clergé et le patriarche. L'analyse est beaucoup plus intéressante lorsqu'on aborde le sujet au sens large, car l'Église officielle est assez réservée quant à l'appréciation et évaluation de diverses tendances. Le Saint-Synode se montre plutôt ouvert quant à sa position vis-à-vis de ces processus. Dans son ordonnance du 14 décembre 2004, le Saint-Synode estime que est inacceptable pour l'Église orthodoxe géorgienne toute manifestation du radicalisme comme la déclaration d'incompatibilité du processus d'intégration politique, économique et culturelle avec l'Occident, avec l'orthodoxie. Si on se remet dans le contexte, c'est le lendemain de la Révolution des Roses et du changement de cap vers l'Occident. Donc l'Église officielle fait connaître sa position qui devrait être suivie notamment par le clergé. Les représentants du clergé ou les mamao, comme on les appelle en géorgien, quant à eux, sont très proches des Géorgiens et sont considérés comme leur père spirituel pouvant influencer quelque part leurs pensées et actes. Ce ne serait pas exagéré d'affirmer que la manière dont s'exprime un certain nombre de représentants du clergé sur l'Europe ne fait guère envie. Cela n'est pas sans impacter l'idée que s'en fait la communauté, bien entendu. Ce phénomène est en partie décrit par le professeur Matsaberidze et n'est pas nouveau. L'idée du mal qui ne vient que de l'extérieur a d'abord été exprimée vis-à-vis de la Turquie et de l'Iran, puis à l'égard de la Russie. Aujourd'hui, on peut lire dans Between Westernization and Assertion of the National, Youth Perceptions in the European Countries and the Margins of Europe, par Lia Touladze. Thus, Georgian Orthodox Church is accusing the West for certain evils occurring in the society and supporting the argument that Eastern Christianity is not very open to the changes coming from the West. Donc, est-ce que c'est voulu ou un problème de gestion des ressources humaines de l'Église? Ceci est un autre débat qui nous éloignerait de notre étude principale. Les avis peuvent bien entendu diverger quant aux raisons ou même à la légitimité d'une telle intervention. Quant au rapport de l'Église avec ses fidèles, osons le dire franchement, une catégorie de la population géorgienne se pose la question de la compatibilité des principes fondamentaux de la religion orthodoxe avec les valeurs européennes, ou plutôt avec les comportements qui en découlent dans la vie de tous les jours. Faut-il lutter contre ça? Je ne suis pas sûr. En tout cas, pas en ne faisant que rabâcher que l'intégration européenne ne menace pas l'identité géorgienne. Or,
La religion orthodoxe est considérée comme le facteur le plus marquant de l'identité géorgienne, à l'instar d'autres pays de confession orthodoxe, comme par exemple la Roumanie. Il me semble que cette réticence constitue un contrepoids utile au processus d'européanisation en Géorgie. Je dis bien utile, car je suis profondément convaincu que la nécessité d'existence d'une force d'équilibre qui incite au dialogue est nécessaire. Ceci est même un des principaux éléments de base de la démocratie. La majorité et la minorité parlementaire s'assoient autour d'une table en commission et discutent du projet de loi. Il est important d'avoir davantage de discussions sur ces thèmes plutôt que d'en faire un tabou, car les sceptiques se replient et deviennent les opposants, parfois non pas par leur force de conviction, mais par faute d'avoir été négligés, incompris ou méprisés. C'est là la principale recommandation de la Commission européenne pour la Géorgie, que ne fait que traduire en conseil pratique l'idée de la théorie d'agir communicationnel de Jürgen Habermas. Selon cet auteur, la légitimité s'acquiert par la délibération démocratique, donc par la communication, par un échange, par la liberté d'expression. Elle constitue donc la source de la légitimité fondée sur le consensus qui est pensé par Emmanuel Kant comme la somme des rationnels de chacun s'exprimant en homme absolument libre. Bien entendu, il faut que les droits personnels soient suffisamment développés pour permettre cette liberté d'expression. En effet, la Commission européenne met l'accent sur l'élévation du public awareness, donc de la conscience publique, à travers la discussion qu'elle considère comme la pierre angulaire de l'européanisation. Quel est l'avis de l'Union européenne quant au rôle de l'Église géorgienne dans le processus d'européanisation? À la question « Comment évaluez-vous l'influence de l'Église géorgienne sur l'application de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Géorgie ?» Dirk Schubel, chef de division du partenariat oriental, relations bilatérales du Service européen pour l'action extérieure, a répondu: malgré son influence considérable, l'Église n'est pas le législateur et ne définit pas les priorités. On peut observer que ni l'Église ni la laïcité ne sont mentionnés dans l'accord d'association et le mot religion n'y apparaît que dans le contexte d'interdiction du traitement discriminatoire. On ne parle pas d'influence de l'Église. Cette absence est au moins curieuse alors même que l'accord vise à rapprocher la Géorgie de l'Union européenne, notamment dans l'aspect culturel. Doit-on en conclure que l'Union européenne sous-estime l'influence de l'Église sur le processus d'européanisation? Je ne suis pas sûr, parce que l'Union européenne a déjà eu affaire avec les pays orthodoxes comme la Roumanie, Bulgarie, la Grèce, la Serbie, etc. Certains d'entre eux font même partie, sont même membres de l'Union européenne. Est-ce que l'Église, est-ce que c'est plutôt la certitude que l'Église ne constitue pas un frein ou une menace à l'européanisation? Est-ce que l'Église et son clergé constituent un obstacle sérieux face aux réformes? On pourrait apporter un élément de réponse en se rappelant le cas du conflit opposant l'Église orthodoxe de la Grèce au gouvernement grec quant à la mention religion sur les cartes d'identité grecques, qui s'est finalement résolue par la suppression de cette mention le 15 mai 2000, suppression notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui l'a considérée comme discriminatoire. À l'instar de cet exemple, le projet de loi de réforme du système géorgien de l'éducation a été adopté et est entré en vigueur pour l'année scolaire 2016-2017, malgré l'opposition farouche d'une catégorie de la population et du clergé. Le même sort a été réservé à la loi anti-discrimination de 2014, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre et frapper les esprits, notamment ceux des membres du clergé. À ce propos, le 1er mars 2016, la Commission du Conseil de l'Europe contre le racisme et l'intolérance a fait valoir dans son rapport qu'il a également été recouru au discours de haine lors des protestations contre le rassemblement public de personnes LGBT organisées à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie en mai 2013. Le patriarche de l'Église orthodoxe de Géorgie a traité ces rencontres d'insultes à la nation géorgienne et qualifié l'homosexualité de maladie. La qualification du discours du patriarche de haineux de la part d'une institution européenne
a suscité une indignation générale en Géorgie. 2 mois après cette publication, le Saint-Synode géorgien s'est prononcé sur sa conception de la mission de l'orthodoxie dans le monde dans son ordonnance du 25 mai 2015. Le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe du juin 2016, auquel la Géorgie n'a pas participé, avait en effet proposé un projet de résolution dans lequel on pouvait lire « La mission de l'Église orthodoxe est de favoriser la paix, la justice, la liberté, la fraternité et l'amour entre les nations et d'anéantir la discrimination raciale et d'autres formes de discrimination. » Le Saint-Synode géorgien a proposé la version supprimant les mots « et autres formes de discrimination ». Ainsi, la discrimination fondée, entre autres, sur l'orientation sexuelle échappe à la formulation. Les Géorgiens étant massivement en faveur du maintien de l'interdiction du mariage homosexuel, le Saint-Synode n'a pas hésité à faire connaître sa position officielle dans la même ordonnance. La relation entre 2 personnes du même sexe n'est pas acceptable pour l'Église, fait mention l'ordonnance. Mais une telle situation n'est pas caractéristique à l'Église géorgienne. On peut observer des tendances similaires dans les églises de l'Europe également. Lorsque le patriarche d'abord considère la culture européenne comme étant la plus proche de la culture géorgienne et ensuite qualifie une guéprade d'insulte à la nation géorgienne, on pourrait éventuellement chercher la cohérence. Mais cela devient logique lorsque l'on aborde l'Église non pas comme un corps à part, déconnecté de la réalité, mais comme une institution reflétant les pulsions et les sentiments du peuple. Lorsqu'au début je vous parlais du changement d'identité, je nuancerai en ajoutant que le changement ne vient pas sans crise. La Géorgie traverse actuellement une crise identitaire et l'Église, acteur important de la vie politique et culturelle géorgienne, l'accompagne, la suit et s'adapte. Identité nationale ou identité européenne, fusion ou complémentarité. Faute de trouver la bonne articulation, on peut souffrir d'incohérence et de dédoublement en approuvant par exemple le cap vers l'Europe, en reniant en même temps certains de ces aspects pourtant fondamentaux. L'Église orthodoxe fait partie de la Géorgie et de l'identité de son peuple, et si le pays et le peuple sont en voie d'européanisation, je me demande si l'Église n'est-elle pas aussi. Merci.